Eh bien, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je déclare donc la séance ouverte et je demande au Benjamin de séance de pratiquer à l'appel Monsieur le Pape. Merci beaucoup. Benjamin, présent. Non. Sinon, je peux parler à voix. Allez, Madame Arrigui Sophie. Monsieur Bendayan absent. Madame Bénichou. Madame Bez. Madame Bruna. Absente, excusez-moi. C'est bon, ça en marche. Madame Bruna, absente, procuration donnée à Monsieur Ferchat. Monsieur Capuano, absent. Madame Karadec. Madame Chantelot. Madame Charaf. Absente. Madame Destienne-Dorve. Madame Dacruz Villela, absente. Monsieur Darmon. Monsieur Dehaut de Sigy. Monsieur Di Giovanni. Monsieur Dubreuil, absent, procuration donnée à Madame Lavarez. Madame Fédy, absente, procuration donnée à Madame Ferrero. Monsieur Ferchat. Madame Ferrero. Monsieur Findiquian, absent, procuration donnée à Monsieur Dehaut de Sigy. Madame Giom. Monsieur Guel, absent, procuration donnée à Monsieur Di Giovanni. Madame Guérard, absente, procuration donnée à Madame Herman. Madame Herman. Monsieur Hoffman, absent, procuration donnée à Madame Giom. Madame Lavarez. Monsieur le Pape, présent. Madame Mabrouk. Madame Martineau. Madame Morel, absente, procuration donnée à Monsieur Rosato. Monsieur Manchon. Présent. Monsieur Moine. Madame Moran. Monsieur Papalardo, absent, procuration donnée à Madame Karadec. Monsieur Réau. Monsieur Robin. Monsieur Rosato. Monsieur Royer-Perrault. Madame Saint-Paul. Absente? D'accord, pour le précis. Monsieur Semeriva. Madame Sif. Monsieur Sperling. Absent. Procuration donnée à Madame Destienne-Dorve. Madame Télangier. Présente. Monsieur Tani, absent, procuration donnée à Madame Martineau. Monsieur Tessier, absent, procuration donnée à Monsieur Réau. Et Monsieur Villeneuve. Merci beaucoup, le quorum est atteint. Je passe donc à l'approbation du compte-rendu du 10 décembre. Y a-t-il des remarques? Bon, apparemment tout le monde l'a lu, il n'y a pas de remarques particulières, donc il est approuvé. Merci beaucoup. Je vais vous faire distribuer maintenant un vœu. Important pour nous tous d'ailleurs, je pense. Et je vais attendre quelques minutes qu'il soit distribué pour vous le lire. Vous avez tous le vœu, donc je vais vous le lire. C'est le vœu pour le maintien d'une classe maternelle à l'école de Château-Sec. Par ce vœu, nous souhaitons alerter sur la fermeture annoncée d'une classe maternelle à l'école Château-Sec dans le 9e arrondissement. Cette décision inquiète les parents et l'équipe éducative qui se sont déjà mobilisés à travers une pétition. Le 9e arrondissement est un secteur dynamique où la population augmente chaque année avec l'arrivée de nombreuses familles ayant de jeunes enfants. Cette évolution démographique laisse présager un besoin croissant de places en maternelle
comme en élémentaire. Une fermeture entraîne souvent des classes surchargées et une dégradation des conditions d'apprentissage. De plus, la carte scolaire actuelle ne reflète plus la réalité du terrain. Plusieurs écoles avoisinantes connaissent une densité d'élèves nettement plus élevée, tandis que la dynamique de mobilité devrait inciter à une actualisation plus approfondie. De nombreux enfants dont les parents travaillent dans les entreprises à proximité de l'école bénéficient de dérogations. Ne comptabiliser que le nombre d'enfants dans Château-Sec et l'école du secteur serait une erreur qui ne tiendrait pas compte des besoins réels des familles du bassin de vie. C'est pourquoi, suite aux interventions de Mme Dessiendorf et de M. Lionel Royer-Perrault auprès de la communauté éducative et des parents d'élèves, ces derniers jours, nous demandons le maintien de cette classe maternelle pour garantir des effectifs raisonnables et de bonnes conditions d'apprentissage, une révision approfondie de la carte scolaire tenant compte des dynamiques de population et des disparités entre écoles menée par la ville de Marseille en concertation avec les acteurs éducatifs et la mairie de secteur. La suspension de cette fermeture par la DAZEN tant que cette révision n'a pas été menée. Nous nous tenons aux côtés des parents et de l'équipe pédagogique pour défendre une école de qualité pour tous les enfants. Telles sont les raisons qui nous incitent ce soir à proposer au conseil d'arrondissement de prendre la délibération ci-après. Voilà. Je voudrais savoir si quelqu'un veut prendre la parole. S'il n'y a pas de prise de... Ah, monsieur. En fait, vous mettez un vœu sur la table en arrivant, et du coup, on essaye, pendant que vous présentez le vœu, on essaye d'en discuter entre nous, ce qui n'est pas une condition de travail respectueuse du problème posé. Est-ce qu'on peut avoir une suspension de séance, s'il vous plaît, pour en discuter entre nous? D'habitude, on a les documents avant et on peut se réunir. On s'est réunis. À chaque fois, je vous la donne, je la distribue au moment de la lecture du vœu. Mais si vous le désirez, je vous laisse 5 minutes. Je vous explique le problème que ça nous pose, c'est qu'on n'en a pas discuté. Monsieur Manchon, je vous laisse 5 minutes pour en discuter. Ou alors, si vous voulez... Non, mais je vous laisse en discuter 5 minutes. Il n'y a pas de souci. Allez-y. Merci, Monsieur Ronchon, pour votre rapidité. Si on est intervenu aussi vite, c'est parce que la demande est arrivée aussi très vite de la part des parents, et donc il était important de le passer ce soir, ce vote. Et je pense. Vous proposiez une prise de parole ? Je vous ai proposé une prise de parole. Bien, si c'est toujours possible. Mais bien sûr, allez-y, donnez-nous votre avis. Merci. Il y a un micro. Je n'ai pas besoin de micro habituellement, mais bon, alors on va le voter ce vœu parce que tu allumes. Un micro qui marche. Non, il faut que tu l'allumes, on va appuyer sur le bouton. Grand merci. Bon, alors ça va m'éviter de crier, c'est bien. Donc on va voter ce vœu, bien entendu, parce que vous le savez, sur ce point-là, et notamment sur les coupes budgétaires qui sont faites et les moyens qui ne sont pas donnés à l'éducation nationale, nous avons une position claire. Nous soutenons les familles et nous voulons que l'éducation nationale ne ferme pas de classe et qu'elle en ouvre, bien entendu. Nous voulons des classes avec effectifs réduits. Nous voulons des profs qui ne soient pas sous pression. Voilà. Et parce qu'on sait aussi que l'école de la République, c'est celle qui est le ciment des valeurs de la République, hein, du triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Sur les 3 points qui sont énoncés, j'en ai surpris que ce soit présenté par Madame Siendorf et Lionel Royer-Perrault, mais on passera sur ce détail, mais où vous nous expliquerez la raison. Mais en tout cas, sur les 3 points qui sont énoncés sur le 2,
Je ne suis pas sûr que ce soit une compétence municipale, mais soyez assurés que nous serons aux côtés des familles, aux côtés de ceux qui portent ce dossier, donc aux côtés de Mme Essendorf, aux côtés de Lionel Royer-Perrault, sur cette question-là aussi, et pas seulement, mais bien sûr, depuis le début, aux côtés du maire, pour que cette affaire-là progresse et avance. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vais répondre pour M. Lionel Royer-Perrault, mais tout simplement s'il a été maire bien avant moi, qu'il porte ce sujet depuis longtemps et qu'il a été aussi contacté et qu'il a rencontré les parents. Et donc, il était normal que je le cite tout simplement. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Non. Et donc, je peux mettre aux voix qui est favorable à l'unanimité. Merci beaucoup. Je passe donc, je reviens à l'ordre du jour et avec le rapport 2501 que Madame Bruna ne portera pas puisqu'elle n'est pas là ce soir, et donc c'est moi qui vais le rapporter, et il concerne une attribution de subvention à une association œuvrant dans le domaine de la transition écologique, de l'environnement et de nombreuses aussi d'autres compétences. Et cette association se nomme Yes We Camp, et elle aura un montant, lui est accordé de 10 000 euros. Yes We Camp est une association avec qui je travaille depuis 2012. Une association avec qui j'ai préparé Marseille, capitale européenne de la culture. C'est une association qui œuvre, qui a beaucoup œuvré et qui continue à travailler dans le cadre de la création artistique, de l'aide aux artistes. Et elle œuvre aussi dans les projets de tiers-lieux solidaires. Ce sont des gens sérieux, c'est une équipe formidable, et moi j'ai toujours pris beaucoup de plaisir durant toutes ces années à travailler avec eux. Et donc ce projet est co-porté par Médecins sans frontières, par la Ligue de l'enseignement et par le Secours catholique. Mon groupe donc votera cette délibération, et s'il y a une prise de parole, je veux bien la prendre. Madame Bèze. Madame la maire, merci, chers collègues. Alors, je voulais d'abord, si vous me permettez, avant d'entrer dans le vif de la délibération, faire un petit propos liminaire très rapide. Comme les élus de mon groupe Rassemblement Marseillais, je n'assisterai pas demain au conseil municipal, puisque le maire de Marseille, en 2021, avait accepté de débattre d'une délibération sur les ZFE portée par Madame Pila, malgré le fait qu'il est jugé illégal à l'époque. Il vient de refuser pour la seconde fois en 6 mois la délibération portée par le Rassemblement Marseillais sur la sécurité. Il y a donc bien 2 poids, 2 mesures et un déni de démocratie patent du maire de Marseille. Aussi, je ne vais pas laisser mépriser les 25 000 électeurs... Vous êtes hors sujet là. Je sais, mais je vais y venir, Je vais simplement pas laisser... Non. Donc, je ne peux pas parler là-dessus. C'est très bien, je le noterai. Ne vous inquiétez pas, et les électeurs le noteront. Donc, je reviens sur la délibération. Une subvention donc de 10 000 euros pour réaliser une cantine solidaire, un jardin partagé ainsi qu'une sensibilisation au tri des déchets et au compostage pour des jeunes exilés, terme fourre-tout pour désigner des mineurs non accompagnés et parfois des majeurs clandestins. Cette distribution d'argent public constitue un énième appel d'air pour l'immigration illégale sur notre territoire, alors même que le département fait face à un afflux sans précédent de mineurs isolés qui sont parfois majeurs et qui coûtent aux contribuables bucco-rhodaniens plus de 65 millions d'euros. Avec cette subvention drapée d'humanisme, vous rajoutez de la misère à la misère, alors que de plus en plus d'étudiants se retrouvent dans une grande précarité et ne mangent pas à leur faim, que de trop nombreux habitants de notre secteur vivent de plus en plus modestement, vous dilapidez leur argent et favorisez ainsi l'illégalité. Évidemment, je voterai contre. C'est votre avis, Monsieur Manchon ?
y aller, mais... C'est dommage d'être à la fois dans le hors-sujet, ça pourrait être excusable, mais par contre, pas d'être dans le mensonge et la fake news, quoi. Il s'agit d'un lieu ressource pour jeunes exilés, situé dans le 9e arrondissement à Marseille. Et l'exil, je suis désolé, l'exil, ça n'est pas être en situation irrégulière. L'histoire nous a montré, et tout récemment encore, les cérémonies d'hommage aux frères Manouchian. L'histoire nous a montré que l'exil, quelquefois, c'était aussi des gens qui venaient défendre la patrie et défendre ce que nous sommes, notre société, la France. Et on peut être exilé en situation régulière. On peut être un mineur en situation d'apprentissage, sans famille et exilé en situation régulière. Alors, pas d'amalgame, ne profitez pas de... Et je suis désolé, je n'ai pas interrompu l'extrême droite pendant qu'elle parlait, même si ça me démangeait, mais j'aimerais que ça soit réciproque, qu'on ne m'interrompe pas. Vous avez eu votre temps. Voilà, il s'agit donc d'une subvention à l'association Yes We Camp. L'action Cuisine solidaire et durable OGR1 vise à réaliser une cantine solidaire, un jardin partagé, ainsi qu'une sensibilisation au tri des déchets et au compostage OGR1, un lieu de ressources pour jeunes exilés situé dans notre arrondissement, le 9e arrondissement à Marseille. C'est tout. Tout ça est encadré, tout ça est sérieusement mené, et c'est pour ça qu'il mérite cette subvention. Y a-t-il une autre prise de parole? Donc je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Merci beaucoup. Elle est adoptée. 2503. Ok. 2503, c'est Catherine Chantelot et c'est le principe de constitution d'un bail amphithéotique. Non, mais M. Sylvain Di Giovanni, c'est à nous. Pardon. Ça va s'écoller. Bonsoir à tous. Donc, dans ce rapport numéro 2, il est bien question de sport, puisqu'il s'agit de la deuxième répartition de subventions aux associations sportives. Et concerné sur notre secteur, le Fosséa Club, club de foot, une subvention de fonctionnement de 5 000 €. Je vous demanderai de bien vouloir approuver ce rapport. Merci. Y a-t-il des remarques? Non, je mets aux voix. Qui est pour? À l'unanimité, merci. 2504, c'est Madame Chantelot. Et pourquoi ça se colle? Madame le maire, chers collègues, alors le rapport 03, il s'agit donc de l'IME Verpré qui est en jouissance actuellement depuis 2011 les locaux de l'école, de l'ancienne école de Sainte-Marguerite. Allumez le. Il faut l'allumer. Je crois qu'il avait laissé allumer. Donc je disais, c'est l'école, l'IME Verpré qu'on connaît, qui est au boulevard Sainte-Marguerite et qui accueille des enfants et des jeunes handicapés, qui actuellement et depuis 2011 utilise les locaux de l'ancienne école de Sainte-Marguerite. Or, ces locaux ont besoin d'être rénovés. Pour cela, l'IME a besoin qu'on puisse avoir un vrai plan d'occupation et il fait la demande de signer un bail amphithéotique. Avant de signer le bail amphithéotique,
il convient de budgétiser les travaux qui vont être faits et pour pouvoir faire ces études et l'évaluation de ces travaux, il y a besoin d'avoir une convention d'occupation avec une mise à disposition anticipée. Je précise que ces travaux vont permettre d'augmenter le nombre de places, et c'est ça qui nous importe, de 156 personnes accueillies à 180, ce qui fait vraiment un plus dans notre secteur pour ces personnes qui en ont vraiment besoin. Donc je vous demande d'approuver ce rapport, sachant que les conditions financières de bail dépendront des études faites par le Sauvegarde 13, qui est le gestionnaire de l'IME Verpré, et également par la Direction régionale des finances publiques. Merci beaucoup, Mme Chanclot. Je mets aux voix. Qui est pour? À l'unanimité, merci. 2405-04, Madame Chantelot. Alors il s'agit, comme on en a l'habitude à chaque conseil, d'une demande de garantie d'emprunt. Vous savez, comme toujours, les garanties d'emprunt sont demandées à 50% pour la ville et à 50% pour la métropole. Ici, il s'agit de la société CDC Habitat Social qui souhaite faire un VFA, une acquisition en vente en état de futur achèvement de 53 logements collectifs sociaux, 28 plus, 14 PLAI, 11 PLS, et c'est au 343 boulevard Romain-Rolland, sur les anciens locaux de Bureaupolis, et cette résidence s'appellera Parc des Arts Bureaupolis. Alors, on est un petit peu embêté par ce rapport parce qu'il ne stipule pas ce qui avait été décidé au départ, qui était la dimension intergénérationnelle de ces 53 logements. Donc on a l'accord, on a l'assurance par la métropole que cette dimension intergénérationnelle existera bien. On aurait aimé l'avoir figuré dans ce rapport, franchement, ça c'est un oubli qui nous ennuie, mais on soutient le projet, et donc voilà, je pense que Madame le maire va appeler à voter pour. On a vérifié. Y a-t-il des prises de parole sur ce sujet? Madame Arrigui. Madame le maire, mes chers collègues, je vais profiter de ce rapport pour faire quelques observations. Alors en préambule, je vous précise que oui, je sais qu'il existe une loi SRU qui nous impose un taux de logements locatifs sociaux de 30%. Je sais aussi qu'elle nous contraint à un rattrapage lorsque ce chiffre n'est pas atteint, notamment en produisant de telles habitations dans toutes les opérations de construction de plus de 12 logements ou de plus de 800 m² de surface de plancher. Je suis également au courant, dans le 9e arrondissement, nous étions à un taux SRU de 17,09% en 2023, et dans le 10e arrondissement, nous étions à un taux de 19,18% pour la même période. Du logement social, il en faut, c'est certain, surtout avec une population qui tend à se paupériser vu la conjoncture. J'aimerais d'ailleurs voir certains de mes anciens dossiers affaires sociales enfin pouvoir y accéder, car en 5 ans, leur situation n'a pas évolué, ou si peu. Ceci étant dit, il ne s'agit pas non plus de se lancer dans une fuite en avant qui finit par ne plus respecter les équilibres sociaux de nos quartiers. Vous le savez, les 9-10, c'est à l'image de Marseille. La violence s'installe, le trafic s'enquiste et notre cadre de vie se modifie pas forcément dans le bon sens. Alors loin de moi l'idée de dire que le logement social est la cause de tout. Lorsqu'il est correctement et raisonnablement attribué, il est un formidable dispositif de solidarité mettant le pied à l'étrier à des publics modestes, comme j'ai pu en rencontrer lors de la précédente mandature lorsque je m'occupais des affaires sociales. Mais vous conviendrez avec moi que les attributions sont parfois plus complexes et problématiques, surtout lorsque la préfecture s'en mêle. Ce rapport propose d'apporter une garantie d'emprunt à un bailleur social pour l'acquisition en VEFA de 53 logements collectifs sociaux dans un programme qui en accueillera 78 sur un total de 173 logements. Nous sommes sur Romain-Rolland. Derrière, il y a la Tête d'Or, regroupant des publics très précaires. Non loin de là, la Sauvagère, où le trafic de drogue et la violence se sont très fortement implantés. Un peu plus loin, Sainte-Geneviève, avec beaucoup de problématiques sociales.
Le visage de la Pauline juste en face a changé, et là aussi on a des foyers de paupérisation et parfois de délinquance. Alors oui, il faut du social, mais tel qu'il est pratiqué à Marseille, est-ce prudent d'en rajouter dans un quartier qui souffre? Est-il logique de construire parfois même au mépris du bien-être et de la santé de riverains historiques, comme cela s'est fait à la Timone? C'est une réflexion qu'on peut d'ailleurs multiplier à l'échelle de la ville. Alors oui, la loi SRU nous impose ses créations, mais son application devrait être intégrée à une réflexion globale sur la dynamique des quartiers. Ce n'est que comme ça qu'on pourra à la fois proposer des choses au public modeste, mais de manière digne, tout en respectant les équilibres locaux. C'est pourquoi je m'abstiendrai sur ce rapport. Ce n'est pas à notre niveau que cela se joue, évidemment, et cette position de vote ne changera pas le fait que 78 logements sociaux seront implantés sur l'ancien site de Bureau-Police, avec de surcroît une politique de peuplement qu'on ne maîtrisera pas. Mais par respect pour les habitants de ce quartier que je connais et qui souffrent de la dégradation de leurs conditions de vie, je me dois de le faire. Je vous remercie. Merci, madame. Arrigui, y a-t-il une prise de parole? Il n'y en a pas? Monsieur le maire Royer-Perrault. Bien, madame le maire d'arrondissement, mes chers collègues, je crois que le sujet tel que madame Arrigui le pose est un sujet qui mérite un véritable débat parce que nous sommes à 10 ans de la loi SRU. Cette loi a très vraisemblablement accéléré les dynamiques de politique de peuplement dans les communes de France et particulièrement ici à Marseille. Et lorsque vous la couplez avec les enjeux de programmes de rénovation urbaine et donc les phénomènes liés à la reconstitution de l'offre des politiques de rénovation urbaine, plus les phénomènes de décohabitation qui nécessitent de devoir reloger des personnes qui aujourd'hui habitent dans une même unité d'habitation mais qui doivent se reloger du fait de séparation ou autre, eh bien les besoins en logement, la réalité des besoins en logement dans cette ville, c'est une nécessité. Et je crois que ce qu'il faut, c'est que nous arrivions dans l'ensemble de nos quartiers à avoir une politique qui soit une politique équilibrée, qui permette à tout un chacun de se loger, quand bien même nous ayons des résistances de la part de la population, parce que tout le monde veut loger ses enfants et ses petits-enfants, mais personne ne veut avoir l'opération immobilière qui se construise devant chez soi. Pour autant, il faut accompagner cela parce que ça fait partie de la ville et que dans la deuxième ville de France, nous nous devons d'offrir à toutes celles et tous ceux qui souhaitent vivre à Marseille, et bien précisément une offre de logement de qualité, de l'accession à la propriété, de l'accession sociale à la propriété, et tout à l'heure nous allons avoir un rapport sur Valmont, tout c'est de l'accession sociale à la propriété. C'est un dispositif qui est à mon sens très encourageant pour tout un chacun. C'est du logement étudiant, social ou pas social, nous allons en voter tout à l'heure également, et puis c'est du logement en locatif libre classique, et puis du logement social. Là, sur la façon dont vous dépeignez le quartier, d'abord permettez de dire que les élus que nous sommes, depuis un certain nombre d'années quand même, nous connaissons bien nos quartiers. Et vous ne ferez évidemment pas l'injure de laisser croire que nous ne connaissons pas les problématiques liées à la Tête d'Or, que nous ne connaissons pas la problématique de paupérisation de la Pauline, que nous ne connaissons pas les problématiques de trafic de la Sauvagère, que nous ne connaissons pas d'ailleurs aussi la problématique que rencontre le bailleur HMP sur Sainte-Geneviève. Et donc notre implication dans les quartiers, le combat que nous avons mené en son temps pour la création d'un centre social dans ces quartiers, le fait que nous nous battions avec les forces de police pour justement faire en sorte que le local qui accueille ces fameux trafiquants à la Sauvagère eh bien, soit démoli, soit une réalité, parce que c'est un travail de tous les instants, et avec Madame le maire et avec le premier adjoint en charge de ces questions, nous étions encore pas plus tard que la semaine dernière sur ces questions-là. Que nous ayons un travail également avec les bailleurs sociaux,
quand HMP refuse d'avoir un accord collectif pour fermer la résidence de Sainte-Geneviève, eh bien, nous nous battons, et nous regrettons d'ailleurs que le président de HMP ne nous écoute pas un peu mieux. Nous faisons en sorte que lorsque la Pauline défend le principe de justement se résidentialiser, nous l'accompagnons dans un certain nombre de démarches, et vous savez combien tout cela est bien compliqué pour cette ASL. Par contre, lorsqu'il s'agit de faire de l'urbanisme au sens propre du terme, nous essayons de le faire intelligemment, Madame Arrigui, et vous le savez. Bureau-Police, rappelons-nous quand même ce que c'est. Bureau-Police, c'est un bâtiment de plus de 8 étages sur quasiment 200 mètres de long qui était devenu inopérant, puisque plus d'activité, et dans lequel, pendant un certain nombre d'années, la fameuse association Yes We Camp a pu développer des ateliers d'artistes. Vous m'y accompagnez même à cette époque-là, Madame Arrigui. Et donc, cela est un fait que ce bâti était aujourd'hui désuet. Et donc, nous avons pris l'option, effectivement, de le démolir. S'il n'y avait pas eu l'intervention du maire que j'étais à l'époque, eh bien, figurez-vous, et de l'intervention de Madame Karadec, alors en charge de l'urbanisme, à la ville de Marseille et toujours à la métropole, eh bien, les droits à construire auraient été de reconstruire 8 étages à cet endroit-là. Nous avons fait en sorte que ce soit du 5 étages maxi, premièrement. Deuxième élément, là où il n'y avait pas un brin de verdure, nous avons fait en sorte qu'il y ait des plantations de la verdure pour résidentialiser l'affaire. Troisième élément, nous avons souhaité, j'ai souhaité à cette époque, qu'il y ait de la mixité sociale, de l'accession à la propriété, c'est un fait, parce qu'on en a besoin, des petites surfaces, parce que nous avons établi que dans ce quartier, à proximité du métro, qui plus est, nous avons une demande de petites surfaces pour les personnes âgées ou pour les familles, pour les célibataires. Et donc, nous avons œuvré pour que ce soit aussi des petites surfaces. C'est la raison pour laquelle le programme dans son ensemble mène à 173 ou 178 logements. Et en plus, parce que vous l'avez rappelé, et c'est une réalité, nous avons des obligations de production de logement social. Mais on aurait pu s'arrêter légales, et plus celles qui sont rajoutées par la municipalité centrale, que nous partageons plus ou moins en fonction de là où nous nous situons sur l'échiquier politique. Mais là où on aurait pu simplement baisser les bras et dire, eh bien finalement, ça sera du logement social classique, nous avons travaillé, et ça n'est pas simple, parce qu'on sort des sentiers battus, à ce que ce soit sur le quota du logement social une opération intergénérationnelle. Et très sincèrement, j'aurais imaginé que les uns et les autres, vous puissiez comprendre l'intérêt qu'il y avait à cette forme de mixité sociale. Et que cette démarche intergénérationnelle, dans une société où les gens ne s'adressent même plus la parole, dans une société où les gens sont le nez sur leur téléphone portable, dans une société où on ne tend plus la main à son voisin, eh bien le fait d'avoir une structure où vous avez des personnes actives qui viennent tendre la main à des personnes âgées, eh bien je pensais que ça pourrait être le fruit d'une sorte de consensus ici, dans les 9e et 10e arrondissements. Parce que nous sommes peut-être les quartiers sud, nous sommes peut-être les quartiers qui rencontreront des difficultés, mais nous sommes et nous devons rester des quartiers qui tendons la main à celles et ceux qui sont aussi en grande difficulté. Et je pense qu'il me semble, nous pourrions nous retrouver sur ce type de produit et sur cette volonté qui nous anime. Et très sincèrement, les 3 opérations que nous présentons à cet instant, comme ça j'aurais fait le global et j'aurais pu y revenir. Les 3 opérations que nous présentons ce soir sur du logement social, c'est du logement social étudiant, à la Timone. Si on doit faire du logement étudiant, où est-ce qu'on doit le faire si ce n'est à la Timone? Social, parce que tous les étudiants ne sont pas avec la Rolex et des fils à papa. Je suis désolé. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, nous faisons du logement social, de l'accession sociale à la propriété à Valmante. C'est un engagement que j'avais pris lorsque le programme donc, de Bouygues à Château-Valmante s'est développé. J'avais dit OK, parce que là c'est 400 logements et des poussières. Hein. Donc j'avais dit OK, à condition que ce soit de l'accession sociale, et la parole est tenue. Et là,
La condition, c'était que ce soit de l'intergénérationnel. Pour faire une ville, et vous le savez, il faut de tous les produits. Il faut, pour ceux qui ont les moyens de se loger, qui iront se loger dans le 7e arrondissement, le 8e arrondissement et qui ont les moyens, et puis il faut des produits pour celles et ceux qui sont en grande précarité. Et je me rappelle d'une époque où le Rassemblement national, à chaque délibération de garantie d'emprunt, était systématiquement opposé. Alors je note une affection, maintenant vous vous abstenez. Et j'ai même noté que la dernière fois, vous avez voté pour. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il faut agglomérer, il faut additionner, et donc on n'en est plus à une déconvenue ou à une contradiction près. Mais la réalité, c'est cela. Vous oubliez, vous voulez qu'on oublie, mais moi j'ai une bonne mémoire. Et ici, dans ce conseil d'arrondissement, sur les sujets qui nous sont dévolus, pas sur les sujets de demain. Si vous voulez venir demain, faites les débats de demain. Mais ce soir, ce sont d'autres sujets. Et bien sûr, les sujets des garanties d'emprunt, j'ai souvenir que vous étiez contre le logement social, parce que le logement social, c'est nécessairement du logement pour les autres et pour des publics que vous combattez. C'est ça la réalité. Mais aujourd'hui, comme vous avez constaté que c'est aussi dans les quartiers populaires que vous faites vos meilleurs scores, vous vous dites que finalement, il faudrait quand même ne pas trop stigmatiser, n'est-ce pas, les gens qui habitent dans les cités HLM. Et donc, du coup, on change un peu son fusil d'épaule. Voilà ce que je souhaitais dire. Il ne faut quand même pas prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Merci à toutes et à tous. Y a-t-il une prise de parole? Je ne sais pas. Oui, en fait, de cette intervention lunaire de l'extrême droite, en fait, tout simplement, on arrive à voir votre vrai visage. Il y a 5 minutes, vous pleurez pour défendre... Vous êtes d'extrême droite, hein, vous êtes un groupe d'extrême droite. Vous êtes d'extrême droite. Écoutez, c'est possible de finir son propos? S'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît. Non, ça suffira pas. Non, je vous considérais d'extrême droite tout le temps. Madame Maridi, s'il vous plaît. Chacun parle. Donc on voit leur vrai visage qui, au final, il y a 5 minutes, pleurait pour défendre les étudiants qui ne mangeaient pas à leur faim et pour défendre les pauvres. Et aujourd'hui, dans une intervention complètement lunaire où on mélange la violence, la pauvreté, tout en montrant du doigt le logement social et en critiquant des cités comme la Sauvagère ou Sainte-Geneviève qui sont des logements privés. Donc tout est mélangé pour finalement démontrer quel est le vrai visage de l'extrême droite. C'est une haine des pauvres, tout simplement. Voilà, ça n'a rien à voir ni avec les obligations de construction de logements, qui sont certes une obligation, mais qui sont aussi une volonté politique de la ville de Marseille. Ce n'est pas un problème avec les personnes historiques, comme vous dites, ou avec le logement social. C'est tout simplement la haine de pauvres qu'a l'extrême droite et qui montre aujourd'hui son vrai visage. Merci beaucoup. Je mets aux voix. Qui est pour? Qui est pour? Qui est contre? Un contre et une abstention à la majorité. Je passe à Madame Taillandier, 2505, et c'est concerne le centre social de la Caplette. Alors, il s'agit d'une demande de subvention pour le centre social de la Capelette pour développer donc le point écoute santé. Le point écoute santé est géré par 3 psychologues et le but est de sensibiliser la prévention des risques sanitaires, sensibiliser dans les risques environnementaux, la toxicomanie, tout ce qui est dépendance, l'obésité infantile. Et donc, pour ceci, il y a une demande de subvention de 14 000 €. Je vous demande d'approuver. Merci. Merci Madame Taillandier, je mets en voix. Qui est pour? Oh, à l'unanimité? Merci beaucoup. 2506, Madame Chantelot.
Inspire. Alors, Madame le maire, chers collègues, le 2506, il s'agit de l'acquisition en VFA de 12 logements PSLA dans le 9e arrondissement par la société 3F Sud. Le projet s'appelle Inspire et c'est également une garantie d'emprunt qui est demandée à 50% pour la ville et à 50% pour la métropole. Il comprend 543 logements collectifs et 98 chambres seniors. Et j'aimerais préciser que les seniors sont très nombreux, puisque moi j'ai des centaines de dossiers de seniors qui n'arrivent plus à se loger. Et j'aimerais préciser aussi, pour ceux qui ne le savent pas, que quand on vote pour des logements en PLS, ce sont des logements où quand on est pour un T2, ce sont des logements à minimum 700 € par mois, c'est-à-dire qu'il faut gagner plus de 2100 € pour pouvoir y accéder, parce que c'est à ce niveau-là, on n'a plus droit aux APL. Donc il faut gagner 3 fois le prix du loyer, ce qui fait qu'on ne s'adresse pas aux indigents, comme vous semblez le... Non, mais si vous le sous-entendiez dans vos propos. Donc, on s'adresse surtout à une population qui est en difficulté, qui travaille. On a beaucoup de personnes qui travaillent, qui ne trouvent pas de logement à l'heure actuelle. Et c'est une vraie difficulté. Moi, j'ai même des couples qui travaillent tous les deux et qui n'arrivent pas à trouver du logement dans le privé parce que c'est encore plus cher et que le logement social permet d'être 20 à 30% moins cher qu'un logement identique dans le privé. Voilà, donc là je vous demandais la garantie d'emprunt pour Inspire. Je vous remercie. Je mets aux voix. Qui est pour? Madame Bez, abstention. Madame Arrigui, abstention. Je l'ai noté. Adopté. Je passe au 2507 et c'est encore Madame Chantelot. Et ça concerne Triangle. Voilà, Triangle, c'était également une garantie d'emprunt. C'est dans le cadre du plan stratégique patrimonial de l'Office public de HLM, HLP, Habitat Marseille-Provence, qui est le bailleur social de la métropole. Donc, il est demandé une garantie d'emprunt pour l'acquisition en VFA d'une résidence étudiante de 73 logements dans le 10e arrondissement. Exactement, j'avais l'adresse. C'est sur le boulevard Jean Moulin. Elle est en construction actuellement. Voilà. Je vous remercie. Je mets aux voix. Qui est pour? À l'unanimité, merci. 2508, c'est Madame Chantelot. Ce sont des subventions. Alors, ce sont des subventions pour plusieurs associations. L'association méditerranéenne pour l'insertion de logement. Celle qui est dans notre secteur, c'est l'AMPIL, l'association méditerranéenne pour l'insertion par le logement. Et la subvention, je ne l'ai pas surlignée, excusez-moi. Et de 40 000 €. 44 000 €. Voilà. Je vous remercie. Y a-t-il une prise de parole? Non, je mets donc aux voix. Qui est pour? À l'unanimité, merci. Monsieur Darmon, c'est l'approbation de dénomination de voix. Madame le maire, messieurs les collègues, mesdames les collègues, je dois vous présenter 4 dames pour que vous puissiez voter pour l'attribution de 4 voix au campus universitaire de Lumine. Alors, c'est un site qui fait bon vivre, travailler. Et encore, j'ai pas ma feuille, désolé, c'est plus direct. Vous savez que Stéphane Bourg, je m'étais préparé pourtant. Hein. Je vous assure, je m'étais préparé. Il y a eu tellement de discussions de part et de droite, on se croirait au ping-pong ou à l'Open 13 ce soir, entre la gauche et la droite. Donc, nous sommes à
entre la gauche, la droite et l'extrême droite. Et l'extrême droite. Alors le campus universitaire de Lumini, c'est donc la fac Sciences d'Aix-Marseille. Donc un site exceptionnel, il fait bon vivre, étudier et travailler. Et j'ai présenté 4 superbes femmes, puisque c'est un site d'excellence. Et nous avons choisi à la commission d'élaboration de nom des femmes d'excellence et d'exception. Et puisqu'on parle de femmes d'excellence et d'exception, je voudrais ce soir que l'on puisse souhaiter un très bel anniversaire à notre bébé national, Brigitte Bénichou, qui a fêté son anniversaire hier. Joyeux anniversaire, notre femme d'exception et d'excellence. Bon anniversaire Brigitte, beaucoup de joie chez vous et chez nous également. Voilà, une fois qu'on a parlé de Brigitte, on va parler de Marie Bloch, qui était une astrophysicienne qui est née à Lyon et qui a été célèbre à double raison. D'abord, c'était une femme, déjà. Non, mais attendez la chute. C'était une femme de nationalité juive. Et dans les années 1900, au début du XXe siècle, il était dur pour une femme d'avoir un travail. Et dans les années 40, il y a eu des voies, comme vous le savez, des décrets qui ont interdit aux juifs de pouvoir travailler. Et donc pendant quelques années, elle était au banc de son travail et elle n'a pas pu travailler. Alors comme c'est une femme d'exception et d'excellence, elle a œuvré avec beaucoup de détermination, de force et d'énergie, de travail. Et à sa qualité de femme, au lieu d'avoir un poste de suite, elle a eu un poste de stagiaire qui a duré 5 années. Il y en a qui disent 6 ans. Et au bout de 55 ans de carrière, elle a reçu un prix académique de sciences. Et elle repose aujourd'hui à Saint-Genis-Laval, à côté de Lyon. Il y en a qui connaissent, effectivement. La métropole de lyonnaise, à côté de là où elle a travaillé pendant 50 ans, en tant qu'astrophysicienne. Elle a eu le certificat également de mathématiques, et elle a utilisé le premier télescope pour l'observation solaire. Voilà. Donc, elle a été très connue, si vous voulez savoir au niveau de l'académie, pour ses calculs différentiels et intégrales en mécanique. On a dû comprendre. La deuxième personne mise à l'honneur ce soir, il s'agit d'une américaine d'origine iranienne, Madame Mariam Mizakani, qui est née à Stanford et qui a fait sa faculté là-bas, dans cette faculté universitaire très célèbre d'ailleurs. Et sa spécialité fut la géométrie des formes inhabituelles. Donc c'est bien exceptionnel. C'est-à-dire qu'elle a œuvré pour la découverte d'un mode de calcul de volume et d'objets avec des surfaces hyperboliques. Celle à cheval. Donc je peux prendre le cheval. Kardec. Kardec est également une femme d'exception, exceptionnelle. Voilà. Et je vote également pour elle. C'est une femme d'exception puisqu'elle disait qu'elle passait le maximum de temps à travailler, que plus elle travaillait en mathématiques et plus elle était heureuse. C'est une particularité. La troisième personne s'appelait Barbara McClintock. C'était une généticienne américaine qui a identifié quelque chose de très particulier. Il s'agit des 10 chromosomes du maïs. Oui, on parlait de femmes d'exception et d'études d'exception. Alors, elle a été beaucoup controversée, mal comprise, mais elle a quand même réussi à avoir un prix Nobel de physiologie en 1983 parce qu'elle a réussi à démontrer que les chromosomes arrivaient à se déplacer et donc elle appelait ça des génomes mobiles, des génomes sauteurs. Donc on va sauter et passer à la quatrième personne illustre. Il s'agissait de Madame Émilie du Châtelet. Elle a inventé la racine cubique. C'est la première savante française. Elle a découvert également, elle est à l'origine de l'énergie cinétique. Et son dogme, en tant que physicienne et maîtrise dans lettres de mathématiques, c'était de maximiser ses plaisirs, mais sans basculer. C'est-à-dire de manière sage et retenue. Je vois que je maintiens la conversation. Elle disait qu'il fallait cultiver les passions et les désirs.
Elle avait une volonté, monsieur Launay Royer-Perrault, première, qui était la libération par le savoir. Mais pas que. Elle était également l'amante, pendant plusieurs années, de Voltaire, qui œuvrait pour la liberté d'expression. Voilà, donc je vous prie de bien vouloir voter, s'il vous plaît, un avis favorable pour ces voix, s'il vous plaît, et ces femmes d'exception. Merci. Eh bien, bravo. En tout cas, bravo pour cette présentation très claire et qui nous a donné un peu atypique et qui nous a bien fait sourire. Y a-t-il une prise de parole, monsieur ? Oui, juste un rapide mot pour dire que les femmes ont été effacées de l'histoire dans de nombreux domaines, politiques, philosophiques, culturels, scientifiques. C'est le cas également des espaces publics. On retrouve très peu de noms de femmes sur les plaques de nos rues, c'est quelques pourcentages, moins de 5%. Donc à chaque fois qu'on le peut, on essaie de rééquilibrer un tout petit peu, même si ça va être très long et très difficile. Pour essayer de rééquilibrer cette injustice historique. C'est le cas ici avec 4 femmes qui ont été pionnières dans les domaines scientifiques. Je ne vais pas revenir dessus, vous l'avez très bien fait. Et ce qui a d'autant plus sa place ici sur le campus de Lumini. Donc ces plaques de rue, elles nous permettent de redonner leur juste place aux femmes dans notre espace public, mais également dans nos mémoires et dans notre histoire. Merci. Merci. Je pense qu'il n'y a plus de prise de parole, donc je mets aux voix. Qui est pour ? À l'unanimité, merci. Je passe au dernier rapport, 25-10, et c'est donc moi qui le porte, et c'est l'approbation d'une deuxième répartition aux associations, organismes culturels au titre des subventions 2025, et cela concerne l'association Artagon. Artagon est une association de création émergente. C'est une association qui, depuis longtemps, s'occupe d'ateliers d'artistes, qui soutient la jeune création, qui était installée auparavant dans l'ancienne usine Ricard et qui aujourd'hui s'installe dans le 10e, dans l'ancienne école maternelle Saint-Tron-la-Rose. Alors, peut-être que les ateliers d'artistes ne plaisent pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est un projet qu'on a largement soutenu ici à Maison-Blanche. Et bien évidemment, je suis ravie qu'il voit le jour et qu'il passe aujourd'hui en conseil d'arrondissement et demain en conseil municipal. Voilà, c'est pour un montant de 25 000 €. Et c'est un projet qui se rapproche énormément de celui de Bureaupolis. Et il était important qu'un jour, de nouveau, on ait des artistes installés sur ce territoire, d'autant plus que nous avons l'école des Beaux-Arts ici aussi, dans le 9e. Je vous remercie. Je passe donc au vote. Qui est pour ? À l'unanimité. Super.